Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bien bonsoir. Merci de nous accepter chez vous. Canal Sport Club, numéro de ce jour s'installe avec ses invités. D'abord, Ali Moumouni, notre chroniqueur. Avec lui, on repasse en revue le point des rencontres de l'avant-dernière journée de la Super Ligue professionnelle. Coton FC, sacré champion depuis jeudi dernier, a été battu ce week-end par les éléphants de l'honorable Labu Amadou Djibril. Défaite sans incidence particulière, si ce n'est le fossé rétréci désormais après la victoire du Dauphin reconnaissait le vice-champion Loto Popo Football Club. Pendant que Ali Moumouni s'apprête à s'installer, bien, il va se faire accompagner par un des invités de ce jour. Il a nom Isdine Idrissou. Il va faire son entrée dans un court instant. Celui qui a été promis à une belle carrière de footballeur enfile désormais l'étoffe de président d'Espoir Handball Club de Parakou. Et bien, il nous dira tout sur les attentes, les différentes, je dirais, motivations de sa présence du côté d'Espoir Handball Club de Parakou. Ali Moumouni, vous vous installez puisque vous allez nous permettre d'avoir une idée de ce qu'a été l'actualité ce week-end, notamment, bien entendu, les rencontres, disais tout à l'heure, disputées ce week-end comme temps pour l'avant-dernière journée de la Super Ligue professionnelle. Et puis, si tout va bien, dans un court instant également, nous aurons dans ce studio Géraud Viouami. Lui, il a ses deux oreilles et puis ses yeux dans la maison Guépard. Avec lui, on va faire un peu, je dirais, un état des lieux de la liste des 25 convoqués dans le cadre de la rencontre prévue pour samedi prochain. Rencontre importantissime, puisque c'est l'avant-dernière rencontre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024 ou 2023, prévue pour se disputer en 2024. Comme vous le constaterez bien, le plateau est presque un peu complet en attendant que les autres nous rejoignent. Ali Moumouni, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Kimi, bonsoir à tous. Merci d'être là, puisque je le faisais constater tout à l'heure. Vous nous direz tout sur la Super Ligue professionnelle. Et puis on va jeter un coup d'œil sur la liste rendue publique. C'était bien le mardi dernier par le franco-allemand Gennett Ross, le sélectionneur des Guépards du Bénin. Isdine Idrissou, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce studio. Je disais tout à l'heure que vous avez été promis à une belle carrière footballistique. Malheureusement, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Désormais, vous enfilez la casquette de président d'Espoir Handball Club de Parakou. Voilà qui est clair. Ali, ce week-end, les rencontres qui ont été disputées comme tel pour l'avant-dernière journée de la Super Ligue professionnelle, mais on retient qu'on connaissait déjà le champion, le vice-champion depuis le jeudi dernier, c'est bien ça? Oui, c'était donc lors de les rencontres de la 22e journée, les rencontres avancées bien entendu de cette 22e journée de la Super Ligue professionnelle, qu'on connaît déjà le champion en titre de la saison 2022-2023 du championnat national du Bénin. C'est bien entendu Coton qui rebelote, si on peut le dire de cette façon-là. Deuxième titre consécutif pour le club de Ouida qui s'est imposé largement. Il ne s'agit plus là d'un coup d'essai, c'est désormais un coup de maître. Voilà, parce que l'un des on se disait, ils ont surpris plus d'un, les autres se sont préparés pour cette saison sportive, mais malheureusement ou heureusement, ils ont juste confirmé tout le bien qu'on parle, je dirais, des acteurs de ce club, Coton Football Club. Oui, l'un des clubs aujourd'hui qui représente, je dirais, la performance en fait en termes de qualité de jeu au plan local de notre championnat. Du championnat et bien entendu c'est vrai aussi et bien également aussi le plan organisationnel, puisqu'on a vu ce qui se passe surtout par rapport au déplacement des supporters, du public et tout ce qu'il y a autour de cette formation, que ce soit au niveau du staff, les personnes qui sont associées pour la gestion de la chose footballistique au niveau de ce club. Je crois qu'il y a un sérieux, ne serait-ce que le minimum qui se fait et que le résultat, c'est bien entendu. Ça me permet de faire un clin d'œil tout particulier à Joël Debali, qui se trouve être le directeur général de la société sportive qui travaille à la professionnalisation de cette formation. Je vais parler de Coton FC, bien évidemment, puisque on reconnaîtra que dans le staff technique, il y a quand même des noms bien intéressants. Un certain Hubert Hofford qui a fait ses preuves au niveau d'Aïma Football Club. C'est un monsieur qui a de la qualité. Il est cette fois-ci chapeauté par le directeur sportif qui fait office d'entraîneur du club de Victor Zvonka, c'est bien ça? Oui, bien entendu, et aussi de ses anciens joueurs, puisqu'on en parle, on en parlera tout à l'heure des anciennes gloires de ses anciens joueurs, entre autres Moritala Ogubiyi ou encore Esperido Soubete, qui sont dans ce staff et qui donc permettent aux deux entraîneurs, si je peux le dire ainsi, Sfonka et puis Renfort, de mener à bien leur mission. Et donc on va revenir maintenant aux différents résultats. Il y a eu donc 8 rencontres disputées au total
total sur les différentes installations. L'association sportive de Cotonou était à René-Pleven. C'était face à l'Union sportive des Cavaliers de Niki. Rencontre qui s'est soldée sur le score de mi partout entre les deux formations. La défaite 1-0 de l'ASPAC face au Buffle FC de Borougou. Troisième pour l'équipe de Parakou depuis la reprise de la deuxième partie de cette Super Ligue professionnelle du Bénin. Donc les Buffles qui s'offrent 3 nouveaux points et donc voilà, devraient encore batailler pour pouvoir quitter la zone rouge. À l'avant-dernière place parce qu'ils sont 15e sur 16. Oui, justement, et ça va être quand même difficile pour l'équipe des Buffles de s'en sortir. AS Takounais s'est imposé 2-0 face à l'équipe de Coton FC. On s'y attendait bien entendu après donc ces petites annonce faite par le club de Candy qui disait qu'il allait s'imposer, à son parce qu'il y a eu le nul à Ouida lors de la phase le club se préparait logiquement face à Coton. Heureusement pour le club de Ouida qui avait déjà scellé, je dirais, le sort bien sûr de la compétition, sans quoi il y aurait encore beaucoup à jouer pour les 2 dernières journées. Mais là, il n'y a plus d'enjeu pour le titre. AS Vaud, 0-1, c'était face à Dadia à domicile. L'équipe de Dadia qui s'est retrouvée depuis la deuxième phase de cette compétition. Baniganse s'incline également sur ce score identique 1-0 face à Ayema. Ayema qui retrouve également le chemin de la victoire. Damissa s'impose 2-0 de son côté face aux requins de l'Atlantique. Dynamo FC d'Abomey également prend le dessus sur les Dragons de l'Ouémé, 2-0. Les Dragons qui sont en difficulté cette saison. Comme on le disait, toutes les formations qui représentent, je dirais, l'histoire du football béninois sont en difficulté, que ce soit les Dragons de l'Ouémé, les Buffles du Borougou et puis les requins de l'Atlantique. Et pour finir avec le tour d'horizon pour ce qui concerne les résultats de la 23e journée, c'est bien sûr la défaite de la jeunesse athlétique de Kétou. C'était face à l'Autopopo, dauphin de Coton pour cette saison, une deuxième fois également. Voilà, et comme vous l'avez fait constater bien, des victoires il y en a eu, il y a eu des confirmations, il y a eu, eh bien, je dirais quoi, des équipes ou des clubs qui avaient déjà fait l'essentiel en attendant les rencontres de l'avant-dernière journée, puisque tout s'est presque joué lors de la 21e journée. C'est d'ailleurs ce qui a permis à Coton de s'installer confortablement dans le fauteuil de leader et donc d'être sacré champion pour le compte de la saison sportive 2022-2023. Et c'est ainsi alors que nous allons directement vers le tableau récapitulatif, je dirais, du classement au terme des rencontres disputées ce week-end. Oui, actuellement, donc, Coton totalise 52 points au classement général avec seulement un écart de 5 points sur son dauphin, l'Auto FC. L'Auto, donc, qui est deuxième pour la deuxième fois consécutive de ce championnat, suivi de Ayema qui compte 39 points, Tadje, quatrième au classement général avec 36 points. Il y a également Dynamo d'Abomey qui totalise donc 34 points de son côté, et disons tout simplement que Ayema pourra donc s'offrir la troisième place si Dadje, s'ils font un bon résultat, ne serait-ce qu'un match nul pour la dernière journée. Au niveau de la deuxième partie de ce tableau des classements généraux, il y a la jeunesse athlétique de Kétou qui est donc 9e avec 28 points. On en parlait, AS Takounais 10e et puis Requin 14e. Les Buffles FC du Borgou sont 15e. Et puis en bas du classement, ce sont les Dragons de Lemay qui tiennent à l'antenne rouge. Voilà, les Dragons Football Club, une équipe qui a de l'histoire et malheureusement, autant que les Buffles de Parakou ou encore les Requins de l'Atlantique, eh bien, ces trois clubs sont en grosse difficulté. Fort heureusement qu'ils se sont retrouvés en Super Ligue professionnelle. Et donc, du coup, eh bien, la saison a été déjà sauvée lors de la première partie de ce championnat, notamment la phase de la Ligue professionnelle. Bien évidemment, en gros, on retiendra que ces trois clubs ont intérêt à travailler pour se relever à l'occasion de la saison sportive prochaine, parce que là, en termes de participation pour la seconde phase, eh bien, on retiendra que eh bien, c'était dans le dur que se sont retrouvés ces trois différents clubs. Quand je parle des Buffles de Parakou, ça me permet, je dirais de façon très aisée, de m'adresser donc à Esdine Idrissou, qui a fait la ville de Parakou, qui connaît beaucoup d'histoire relativement donc à cette ville, qui connaît les Buffles de Parakou, parce que tout modestement, il a manqué de peu de poursuivre son aventure au niveau de ce club, parce que Esdine Idrissou, eh bien, pour ceux qui le connaissent, peut-être que ça fait un peu trop gras. Ce n'est plus le monsieur qu'on a connu par le passé, il y a 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, qui était bien foutu, un très bon footballeur. Je le disais tout à l'heure, eh bien, il était promis à une très belle carrière footballistique. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les études ont pris le pas. Je crois que c'est la véritable raison, je dirais, de ce désamour enfin pour le football. Esdine Idrissou, quand vous suivez les rencontres du championnat professionnel, quelles sont les sensations que vous avez?
Merci beaucoup, Hakimé. Non, je crois qu'il faut quand même que je dise une chose. Il n'y a pas eu de désamour. Il n'y a pas de désamour. L'amour y est toujours. L'amour y est toujours, plus que jamais. Il y a eu juste des ajustements. Exactement. Et puis, peut-être que les gens ne le savent pas, tu étais également, tu me permets de te tutoyer, tu étais également très brillant en matière de football. Et pourtant, aujourd'hui, tu n'es pas footballeur. On est devant le micro. C'est vrai. Donc, il n'y a pas de désamour. Pour revenir à ta question, oui, quand on observe un peu ce qui se passe sur l'échiquier national, on a le sentiment qu'il y a deux championnats. Il y a deux championnats. Quand vous prenez des clubs comme l'Autosport ou le Coton FC, vous avez le sentiment qu'il y a quand même un écart en termes d'organisation, en termes de structure mise en place, en termes d'accompagnement. Et je crois que ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte de rapprocher les écarts. Ce n'est que comme ça que même ces clubs-là qui aujourd'hui marquent la différence seront en mesure d'être compétitifs. Je fais un parallèle tout simple pour dire que c'est à peu près la même chose en France aujourd'hui. Vous avez un PSG qui caracole avec des clubs qui se cherchent, et quand ils se retrouvent devant des clubs qui ont du contenu, ça bug un peu. Donc je crois qu'il y a quand même des choses à faire dans ces clubs-là qui se cherchent, dans les Buffs du Borgo. Voilà qui est dit. Il faut travailler donc de part et d'autre à ce que l'écart ne soit pas trop colossal, pas trop abyssal au fin, bien évidemment, d'avoir donc, je dirais quoi, du répondant d'abord au plan national, puisque ces deux clubs dont on parlait tout à l'heure, Ali Mouni, l'Autopopo et puis Coton FC, on représente le Bénin pour le compte des compétitions continentales, c'est la Champions League pour Coton FC, et puis c'est la Coupe de la Confédération pour l'Auto FC. On sait bien évidemment que on a quand même fait plusieurs expériences de la participation à ces compétitions africaines. Le seul satisfait ici, c'est bien celui que nous avons encore en mémoire, celui des AE. Mais après, ça cale déjà à la phase préliminaire. On n'a donc pas la chance d'aller plus loin. Et c'est d'ailleurs pour ça que le constat fait par Isdine Idrissou se trouve être un constat très pertinent, n'est-ce pas, Alimou? Oui, c'est pertinent parce que quand on se refait même déjà au début de ces deux formations depuis la saison dernière où on était face à des équipes de la sous-région pour cette même expérience. On a vu ce que ça a donné. Ici, on était presque, disons, on avait presque, si je peux le dire, l'eau à la bouche quand on a vu l'équipe de Coton presque arracher la victoire ici. Mais de l'autre côté, ce n'était pas en fait ce à quoi on s'attendait. Ils ont été logiquement battus par la SEC de la Côte d'Ivoire. Et donc, il y a de quoi revoir en fait la structuration même du championnat en général afin de permettre à toutes les équipes presque d'avoir le même niveau de jeu, et ceci ça crée plus de compétitivité et permet donc aux équipes d'être fortes et puis d'avoir en fait du répondant quand ils seront hors du pays. Voilà qui est dit. Merci pour ce panel que nous refermons très rapidement pour ouvrir l'autre grosse actualité de la semaine dernière à Limouni. C'était 24 heures plus tard après donc le lundi, et bien le mardi il a été annoncé à grand renfort médiatique que le sélectionneur le franco-allemand Gernot Rohr allait rendre public la liste des 25 départs qui sont retenus pour le compte, je disais tout à l'heure, de cette rencontre importante ici entre le Bénin et puis le Sénégal. Ça compte pour l'avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, prévu pour se disputer en 2024. Le Bénin, après la décision rendue en notre faveur par la Confédération africaine de football, après donc la réserve portée sur ce joueur qui ne devait pas être aligné du côté donc du Rwanda, le Bénin se repositionne dans le classement. On est désormais deuxième juste derrière le Sénégal, mais à côté, on a la formation mozambicaine qui veille au grain et qui doit aussi jouer contre le Rwanda. Le match du samedi 17 prochain, c'est une rencontre qui s'annonce très ouverte, et c'est d'ailleurs au regard, je dirais de l'enjeu, pour ainsi dire, que Gernot Rohr a convoqué les 25 commandos guépards pour le compte de cette confrontation. La liste a été rendue publique. Je ne sais pas si dans les débats que vous avez eus la semaine dernière, Sidney Idrissou, il vous est arrivé d'échanger à propos de la liste qui a été rendue publique par le sélectionneur Gernot Rohr? Non, pas. Moi, j'ai pour coutume de ne pas discuter les listes des sélectionneurs parce que je suppose que c'est lui le sélectionneur, c'est lui qui choisit en fonction des éléments qu'il a. Okay. Et puis après nous avisons. Et comme je dis, il faut pas trop demander non plus. Le sélectionneur, il sélectionne parmi les Béninois. Exactement. Nous savons les Béninois que nous avons, donc il fait avec ce qu'il a. Okay. Le reste, c'est que, comme vous l'avez souligné, la bonne nouvelle
entre guillemets, que nous avons obtenues après avoir porté la réserve, je souhaite vivement qu'elle soit utile pour nous, qu'on la sublimons et que face au Sénégal, on puisse faire un score. Après, voilà, qu'on puisse faire un score. Je crois qu'on a bien fait d'entamer donc le panel 2. Ça nous permettra dans un court instant d'installer aussi l'autre invité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Giro Viwami. J'y arrive enfin. Je disais qu'il avait ses 2 oreilles et ses yeux du côté donc de la maison Guépard. Il nous dira tout sur la liste des 25 convoqués. En attendant qu'il nous en parle, en attendant qu'il nous s'installe à Limoumouni, vous avez été à la conférence de presse qui a consacré la publication officielle de la liste des 25. Ce qu'on retient, c'est qu'il y en a qu'on a déposé sur le carreau, certains qu'on espérait voir encore dans la sélection nationale. Les surprises, c'est que le championnat visiblement convainc Guenotte Rohr, puisque à l'intérieur, c'est que nous avons 6 locaux qui ont été appelés par Guenotte Rohr, et on retiendra qu'il y a aussi des retours, notamment d'un certain Rodrigue Kossi, d'un certain Marcelin Coupeau. En gros, je ne vous dirai pas si vous êtes convaincu ou si vous êtes satisfait par la liste, mais votre analyse toute première de la liste des 25 rendue publique par Guenotte Rohr, le temps pour Giro de se préparer et de prendre place. Allez-y, Ali Moumouni. Donc je crois que pour la liste de Guenotte, il a tenu compte, le sélectionneur a tenu compte de plusieurs paramètres. Et quand on parle entre autres des paramètres dont il a pris en compte, je crois qu'il y a la performance des athlètes d'abord au sein de leur club. Il y a également le temps de jeu de ces athlètes-là. Et puis voilà, l'un met dans l'autre. Je crois que c'est comme ça qu'il est arrivé à retenir la liste de ces 25. Pas trop surpris par certains joueurs dans l'effectif de Guenotte Rohr. Vous attendez par exemple à ce qu'on appelle un certain Rabiou Sankamao, ou encore qu'on fasse appel au gardien de but de l'Escoute. On veut parler donc de Sergio Bassa, ou encore quelques jeunes pousses, pour ainsi dire. On a parlé de Rival, de Ricardo. Ça n'était pas évident. Bref, c'est comme pour dire que le tour des stades qu'il a fait, et ça l'a permis de dénicher des perles rares dans le championnat professionnel. C'est ça, Ali? Oui, je crois que c'est déjà essentiel de commencer déjà par donner aussi de la valeur à notre championnat. Parce que ce n'est pas que les joueurs qui ont du talent, ce n'est pas que les talents manquent, mais c'est juste souvent quand on en discute, c'est compte tenu du niveau de notre compétition qu'on est parfois appelé à douter en fait de la résilience de ce joueur à tenir au cours d'un match à intensité élevée. Et donc du coup, voilà, aujourd'hui, il se dit, après avoir vu ces jeunes à l'œuvre du côté de l'Égypte pour la Coupe d'Afrique de leur catégorie, on a vu également les moins de 17 ans, quand ils sont allés en compétition, ce n'est pas comme si, je veux chanter notre chanson habituelle, non pas démérité, non, mais on a vu qu'ils avaient quand même quelque chose aussi à vendre. Donc voilà, c'est logique que Guenotte Rohr se penche d'une partie, un temps soit peu en fait sur le championnat. Des bons points pour Guenotte Rohr. Peut-être que Giro aussi en donnera davantage à Guenotte Rohr. Liste des 25, aussi de très bons points pour Guenotte Rohr. Après, ce qu'il faut dire d'entrée, c'est que... Bonsoir. Je l'avais pas fait. Ça devait être tellement intéressant. Non, la vérité sur cette liste, c'est que déjà, vous allez m'excuser pour m'envoyer un peu la finale de la Ligue des Champions est passée par là. Donc, je disais que le sélectionneur Guenotte Rohr a fait des choix forts. Parce que quand vous sortez Jordan Adeoti de votre effectif, c'est quand même un choix fort. On a parlé des 3 bannis qui n'ont pas été à Kigali, avec Cécile Almeida et Thibozo. C'est vrai qu'il n'a pas, on ne va pas dire qu'il a nié, mais il nous a dit que c'était pas pour cette raison-là qu'ils étaient absents. Ensuite, quand vous prenez le 3e gardien, Sergio Bassa. C'est pas la suite, il nous dit, bon, la nation d'abord. Oui, exactement. Après, on comprend à demi-mot. On comprend à demi-mot. Après, vous savez, dans le foot, des fois, il y a des choix qui valident. Bon, les choix sont validés par les résultats ou ce qui se passe réellement sur le terrain. Le 3e gardien de l'AS Cotonou, il était déjà dans le groupe, c'est pour la continuité. Par contre, la sélection de Ricardo Prince Dossou est une grosse surprise parce que c'est un joueur qui a vraiment tapé dans l'œil du sélectionneur. Et il faut avouer que c'est un profil qu'on n'a pas. Je ne vous coupe pas. Je veux bien vous relancer. Et parlant justement de Ricardo, c'est du U17 appelé en regroupement, pas retenu. Chez la Viva. Exactement, mais là dans la foulée, est-ce qu'il a progressé visiblement pour finalement convaincre? Bon, en fait, c'est un joueur prometteur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, la trajectoire sur ces derniers mois ou ces dernières années de ce joueur, c'est qu'il a commencé en 3e division à Étoile Filante. Il a été repéré par un projet ambitieux actuellement au Bénin qui s'appelle Étalon FC. Et ensuite d'Étalon FC, il a été repéré à son tour par Asvo, qui lui a donné une chance en première division. Par contre, quand il était déjà à Étalon,
il y a un an à pareille époque, il était retenu par Mathias Deguenon, le sélectionneur de l'UV, dans une liste élargie des joueurs qui allaient préparer le tournoi de l'UFOA qui a servi de qualification, qui s'est joué au Niger. Et il n'a pas été sur la liste finale, retenu par Mathias Deguenon. Mais comme je disais, sa sélection, pas Guénotro, c'est une question de profil. C'est comme aujourd'hui, quand vous faites une analyse de l'effectif du Bénin, on n'a pas de gaucher offensif, on n'a pas de joueur qui a cette élégance naturelle, balle au pied. Et je pense que ça a tapé dans l'œil du sélectionneur, qui l'a vu pas une fois, mais plusieurs fois, et qui s'est dit, bon, je pense que le gamin a quelque chose maintenant. On va le mettre dans la cour des grands pour voir est-ce qu'il arrive à s'adapter, l'intensité, tout le reste. Mais je pense que c'est plus une question de profil que de penser que tout de suite, il peut déjà aller déloger ceux qui sont titulaires chez les A. Voilà qui est bien dit. Ça me permet d'avoir, avec le concours de la réalisation des images de la première séance d'entraînement des Guépards, puisque aussi toute la liste rendue publique, eh bien, on a également aussi rendu public le programme du regroupement donc des Guépards depuis samedi dernier. Eh bien, le travail a commencé du côté du stade général Mathieu Kérékou de Kérékou, bien évidemment, comme vous le constatez sur les images, bien, de Cotonou. Ali Moumouni, vous étiez sur cette première séance d'entraînement. D'ailleurs, c'est un élément qui a été réalisé à propos. On revenait là-dessus tout à l'heure, mais eh bien, on disait tout à l'heure, on mettait l'accent un peu sur les nouveaux appelés ou ceux qui viennent pour la seconde fois. On n'a pas tout à l'heure de Ricardo, mais avant Ricardo, eh bien, dans le même registre un peu plus défensif, on a Sankamao Rabiou de l'association sportive du port autonome de Cotonou, qui était d'ailleurs avec les U20. Nous avons également. Tout à fait. Nous avons fouiné pour aller savoir un peu comment est-ce qu'il a vécu, je dirais, l'annonce de la liste des 25, parce que visiblement chez nous ici, sur place au plan national, eh bien, les jeunes, ils ne sont pas informés un peu plus tôt. Bon, je pense que ça a changé. Les présidents, les pré-convocations, ça ne dit rien aux joueurs. On les laisse un peu dans l'anxiété. Ça a été un peu le cas avec Sankamao Rabiou que nous avons rencontré du côté donc de la base de l'association sportive de port autonome de Cotonou. Voici pour vous le grand angle découverte, notamment des sensations vécues par Rabiou Sankamao avant donc la publication de la liste des 25 Guépards. C'est un élément d'environ 4 minutes. On suit et on revient juste après. Rabiou Sankamao, félicitations. J'ai vu votre nom élevé, c'est ça. Moi-même, je suis heureux, je suis très content pour ça. Vu son passage déjà au tournoi de l'UFOA, il a eu à faire ses preuves là-bas, en passant par la CAN Junior et bien dans le championnat aussi, avec tout ce qu'il a eu à donner. Cette nouvelle, vraiment, on s'attendait déjà à ça. C'est Anna, c'est pas les petites catégories que peut-être il y a des moments toi-même tu as confiance que non, ils vont me retenir. Ici c'est Anna, tu ne peux pas avoir confiance totale. C'est comme si vous êtes parti au bac, vous attendez les résultats. Ma concentration était est-ce que ils vont me convoquer, est-ce qu'ils vont me convoquer. Bon. Et j'étais concentré sur un sélectionné national. J'ai beaucoup prié pour ça. J'étais assis, j'ai réussi un appel. J'ai décroché l'appel, ils m'ont dit félicitations mon frère. Et là, tout est revenu un peu, puisque moi-même je n'ai pas vu. Okay. C'est là que je suis connecté. J'ai vu ça dans notre forum. On a un forum entre nous les footballeurs du Bénin. C'est là que j'ai vu la liste. Et je me suis mis à l'aise. Eh bien, tu transformeras ta vie. Oui, David, il n'y a que toi qui peux la transformer. Papa n'arrive pas à avoir des informations comme ça. C'est moi qui l'appelle pour l'informer. Quand c'est sorti comme ça, je l'ai appelé, ça ne marchait pas. Il était à nos zones, il était au champ.
C'est vers la soirée, il m'a rappelé. Il dit, ah, depuis le matin, on ne s'est pas eu. Qu'est-ce qui s'est passé avec le groupe? Tu étais parmi le groupe? Il a dit oui. Bon, retenu. Papa était content. Il a remercié Dieu, alhamdoulilah. Dieu est grand. Ça va continuer comme ça. La grâce de Dieu. Lui-même, il était en joie, même hier matin. Il m'a appelé encore pour me féliciter pour ça. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Most High God, Father Lord, we thank you this moment. Father, we bless your holy name, O Lord. Father, at this moment we ask for your presence, Father, in our midst, O Lord. Father, may you strengthen and guide us, O Lord. Father Lord, at this moment, Father Lord, we are about to move. Father Lord, may you lead us, Father Lord, from here, Father Lord, to wherever we are going, O Lord. Father Lord, this is a battle day, Father Lord, for you are the battle, Lord, that you never lose battle. Nos attentes d'abord, premièrement, c'est que le sélectionneur puisse l'utiliser. D'abord, si possible, pour le match prochain contre le Sénégal. Et dans cette optique, il sera bien vu à l'extérieur. Ce n'est pas qu'un latéral qui défend, non, il sait centrer, il sait frapper, il sait marquer, il sait shooter. Donc il a des réflexes offensifs qui sont intéressants. Et je crois qu'à l'heure où Aspac, on va dire ça comme ça, a besoin un petit peu de faire ce différentiel sur le plan offensif, c'est intéressant à l'heure où l'équipe nationale elle-même a besoin de marquer pour pouvoir mieux asseoir sa position au vu des qualifications de la prochaine CAN. Ce sont des profils qui sont intéressants. Si possible, marquer le but. L'objectif, c'est de gagner le Sénégal. Je ne dois laisser aucune chance pour les adversaires. Voilà, Rabiou Sankamao, sociétaire donc, de l'association sportive du port autonome de Cotonou. Vous l'avez entendu, hein, eh bien, il a passé des heures d'attente avec beaucoup d'anxiété, mais à l'arrivée, eh bien, il fallait aussi ça, comme il a dit, hein, il était comme dans une posture, quelqu'un qui attendait un résultat de baccalauréat, même si eh bien, les présidents aussi ont joué un peu avec les nerfs du gamin. Quoi, c'est aussi bien pour le mental, ça permet aussi de forger un bon mental pour ces joueurs. Ce n'est pas aussi mauvais en termes de stratégie. Géraud. Non, mais après, faut pas en faire un peu trop. Non, faut pas jouer avec les cœurs. Tout ce qui est cardiaque, je déconseille. Mais je pense que les joueurs reçoivent, avec les nouvelles, on va pas dire les nouvelles manières, mais les joueurs reçoivent toujours les pré-convocations. Les clubs reçoivent les pré-convocations. Et soit le jour, des fois la veille de la liste, ils envoient les convocations. Après, des fois, certains sélectionneurs, pour les joueurs locaux, ils ne donnent pas de pré-convocation, ils préviennent parfois les clubs. Mais je sais qu'avec le staff actuel, les joueurs reçoivent les pré-convocations et savent qu'ils pourraient être convoqués ou pas. Après, les convocations arrivent généralement après la liste. Voilà qui a dit. Et vous avez vu un gamin qu'on découvre, hein, qui nous vient du département de la Donga, précisément de la commune de Djougou. Il a dit hein, il faut que papa se retrouve dans la zone de couverture pour qu'il puisse échanger. Ça a été le cas hein, quand la liste a été rendue publique et qu'il a été, il a constaté qu'il a été retenu par le sélectionneur Guénot Aurore. Oui, non, je crois on l'a dit en off là tout à l'heure. Je ne le connaissais pas particulièrement. J'ai vu son toucher de balle latéral gauche assez précis et rugueux. Je crois qu'il a de l'avenir. Okay. Qu'il a de l'avenir et quand on le voit, on sent qu'il est vraiment très engagé dans son affaire. Engagé. Et lorsque Ali, je vous enlève votre casquette de chroniqueur et je vous fais enfiler l'étoffe d'entraîneur de catégorie, des touches comme ça, est-ce qu'on en a aujourd'hui facilement dans le lot des jeunes pousses béninois?
Je crois que c'est le travail essentiel qu'il faut surtout faire à la base avec les jeunes. Aujourd'hui, on sait que quand on parle du centre Kalala, ça fait partie quand même des références, même si ce n'est pas un grand nom. Entre griffes, voilà, au plan national, c'est quand même un centre qui a formé beaucoup de jeunes. Il faut assez de jeunes, oui, côté je me rappelle, il y a 4 ans de cela, on a fait un petit zoom sur ce centre par rapport au travail qui est fait. Et je crois malgré les conditions vraiment précaires dans lesquelles ils travaillent. Je crois que aujourd'hui, c'est ce sur quoi il faut travailler même avec les jeunes. Et le travail continue même jusqu'au haut niveau, parce que quand on parle de la précision au niveau des passes ou encore de ces qualités techniques dont on a besoin, dont on attend surtout, qu'on attend des joueurs. Je crois que ce travail, c'est le travail qu'il faut pérenniser à la longue. On ne finit jamais de travailler ces qualités techniques et c'est déjà de bonne guerre que Sankamao ait ce niveau déjà avec son âge. Je crois que ça promet quand même d'un avenir meilleur. Voilà. La vérité, c'est que pour terminer Sankamao, on peut dire que c'est un joueur prometteur à son poste. Comme je disais, il a eu la chance de faire, on va dire, 2 fois les U20. Il a quand même un certain vécu sur la scène internationale. Et en termes de qualité, c'est un latéral offensif qui a du volume de jeu, qui prend beaucoup son couloir, qui essaye des choses et qui a une très très bonne patte gauche. On rappelle qu'avant la CAN, il avait mis, je pense, un doublé dans un coup franc pendant les matchs de préparation. Et en championnat récemment, il a marqué avec la SPAC. Il a mis 2-3 beaux buts et dont un coup franc aussi. Et quand Gennett Roll a pris, lors du match face au Rwanda à Cotonou, il avait failli rentrer, il s'est échauffé et il a mis son maillot et je pense que finalement ça a été une décision de dernière minute, il n'est pas rentré. Donc s'il a pu se rapprocher à ce point-là d'avoir sa première cape, c'est qu'il y a moyen qu'il puisse jouer face au Sénégal. Et l'autre chose, quand on fait une analyse globale de l'effectif du Bénin, c'est que en termes de continuité, de régularité au poste arrière gauche, on a longtemps eu la concurrence Kiki Imoru. Et depuis que Imoru a pris sa retraite, Kiki n'a plus vraiment de pendant ou de concurrent. Moussa Latondia essaye de faire monter Florentin Gbema, il tombe. Il n'a pas pu faire la concurrence. Et j'aurais dit malheureusement ou heureusement pour lui, il y a eu la CAN U20 sous les yeux de Roh, et il a préféré lancer Sankamao. Et comme je disais, s'il a failli rentrer contre le Rwanda, ça veut dire que le sélectionneur compte vraiment sur lui. Voilà, Gennett Roh, on en parle. Ce qu'il convient de retenir de cette liste, au-delà donc de ces locaux dont on a parlé, c'est l'état d'esprit dans lequel la rencontre va se disputer. Ali Moumouni, vous étiez à la conférence de presse, et bien, vous nous apprenez que contre le Sénégal, eh bien, la rencontre d'abord, elle est importante, mais le match de la dernière journée face au Mozambique s'annonce encore plus importante. En attendant donc, quelle est la stratégie mise en place? La question que vous l'avez posée à Gennett Roh, eh bien, nous allons ensemble suivre les éléments de réponse à propos pour avoir une idée de ce que sera le match du samedi prochain. On veut jouer, on est à la maison, on n'a pas de complexe, on sait que ça va être difficile, mais il faut jouer, on va dire, avec des fondations solides. Si vous voulez jouer, vous jetez tout de suite dans la gueule du loup, ça ne va pas être facile. Il faudra avoir d'abord une bonne assise défensive, et on sait que c'est pas évident, parce qu'on a beaucoup plus de joueurs offensifs qui jouent au niveau que défensifs. On a ces 2 jeunes-là qui sont sur les côtés, peut-être qu'ils vont avoir l'opportunité de commencer. On a ce garçon qui vient d'Orléans, on va le découvrir. Ils sont là pour la première fois, c'est pas facile. On a d'autres qui ont déjà, contre le Rwanda, quand même fait preuve d'une certaine présence, notamment Doku Dodo, qui nous a donné satisfaction. Et voilà, donc on va voir. Je pense qu'on peut avoir une équipe conquérante qui peut procéder par des attaques rapides. On n'est pas prétentieux, on ne pense pas pouvoir dominer, avoir une possession de balle de 80% contre le Sénégal. Mais ce qui compte, c'est l'efficacité. Et essayer, quand on a le ballon, avec des attaques rapides, de les mettre en difficulté. Voilà, un discours bien taillé. On a l'impression que, eh bien, Gennett Roh, c'est de quoi il parle, bien évidemment. C'est quand même un entraîneur
de classe internationale. Vous avez entendu des noms qui ont été cités, l'équipe visiblement, je dirais, trop jeune. C'est l'une des rares fois. On est une équipe avec un bon mariage de jeunes. Les aînés sont plus trop nombreux. Les jeunes, bien nombreux, sont en train de s'imbriquer dans l'effectif. Et bien donc, l'effectif, en gros, présente un visage genou, à l'exception de Stéphane Session, de Khaled Adeno. Certains cadors qui, je dirais, tireront le groupe vers le haut. C'est un choix peut-être difficile. On a envie de le dire. Mais on a l'impression que pour Guinée Toro, ce n'est pas difficile puisque lui, il va au-delà du match contre le Sénégal, au-delà du match contre la formation mozambicaine. Eh bien, il est un peu dans une phase transitoire, nous a-t-il dit. Et les propos, vous les avez eu également à l'Imouni. On va l'entendre pour une dernière fois. On revient pour débriefer, bien évidemment, cette dernière intervention de Guinée Toro. On est là, pas pour un match, on est là pour essayer de bâtir une équipe pour le futur. Et pour bâtir une équipe pour le futur, il faut des joueurs jeunes, il faut des joueurs nouveaux. Et il faut essayer d'améliorer parce que les résultats, comme vous l'avez vu, et l'âge, ces chiffres sont là. Donc le choix, c'est de préparer l'avenir. Ça sera toujours, même si on gagnait contre le Sénégal, même si on faisait cet exploit de battre les champions d'Afrique, il faudra toujours faire un résultat probablement au dernier match au Mozambique. Donc la qualification est toujours très 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 difficile, mais on travaille pour la suite déjà et on voudrait faire une bonne qualification pour la Coupe du Monde qui va suivre. Une bonne qualification pour la Coupe du Monde qui va suivre, propos de Guinée Toro, bien entendu. Allez, Moumouni, je crois que déjà avec la moyenne d'âge aujourd'hui qui est estimée à environ 24 ans, je crois que ça montre déjà en fait l'objectif de... C'est des noms pèse lourd. Les deux seuls... ils ont vraiment bien pesé. Donc avec ça, je crois que ça demande déjà en fait de l'objectif en fait de cette liste de Guénotes qui prépare déjà l'équipe pour l'avenir. Déjà on le sait aussi qu'il n'y a pas que lui, l'entraîneur n'a pas de pression. Parce que voilà, on sait déjà que pour lui, l'objectif le plus important, c'est le mondial de 2026 et que pour le moment, la CAN, ce n'est qu'une transition et qu'il fallait essayer quand même de voir s'il y a possibilité de se qualifier. Il y a deux CAN avant 26. Je sais, mais depuis sa prise de fonction, il nous a toujours chanté le mondial. Non, mais le truc, c'est vrai. Ce qui paraît cohérent, sans doute, c'est que quand vous faites une projection, c'est-à-dire que si on est en 2023 et que vous faites les qualifications avec des joueurs de 34, 35 ans, c'est que vous allez arriver à la Coupe du Monde dans 3, 4 ans avec des joueurs de 36, 39 ans. Ouais. Donc, dans ça, sa logique tient. Maintenant, la bonne nouvelle, on va dire, c'est qu'il faut rappeler au grand public que le mondial 2026, l'Afrique aura 9 places, avec une place barragiste avec un autre continent. Avec assez de possibilités. Exactement, et que avant ça, comme Hakimi l'a dit, il y a la CAN 2025 et le sélectionneur disait en conférence de presse qu'il fallait préparer cette génération, c'est-à-dire qu'il a hérité en griffe d'un cadeau empoisonné avec 0 point après 2 journées. Là où le miracle s'est produit, c'est qu'on a fait 2 jours, on était quasiment à août, mais là, comme quelqu'un l'a dit aujourd'hui, l'amnésie des Rwandais a fait qu'on a récupéré 3 points. Donc, il y a tellement de concours de circonstances et le dernier facteur qui, pour moi, est encore très, très, illustratif, on va dire, du miracle par rapport au Bénin, c'est qu'en griffe, on peut perdre face au Sénégal. Mais il faut aller gagner par 2 buts d'écart, puisque c'est la différence de but. C'est-à-dire le Bénin a encore un joker. Oui, donc dans tout ça, je pense... Ça rappelle la qualif de 2019, on est allé déposer la Sierra Leone à domicile. Exactement. Et au-delà de ça, je fais un petit comparatif. Quand Claude Leroy a pris l'équipe du Togo en 2017, les Béninois ont un mauvais souvenir. En 2016, Bamako 2016, il fallait qu'on pète à moins de 2 buts d'écart. Et on a fait l'espoir de totalement couler. Et il fallait que le Togo fasse un résultat, je pense, à plus de 4-5 buts. Et ils l'ont fait. Et le roi avait pris l'équipe quelques mois avant. Et il disait, mon objectif, c'était pas cette CAN 2017, c'était les autres CAN. Et il ne s'est jamais qualifié pour aucune CAN. C'était la seule CAN qu'il a eu. Donc, il faut qu'on joue à fond. Est-ce que vous avez un mot à dire à propos sur la fin de mon ami, je veux bien croire que
le coach aura plus de chance quand il est aussi mesuré. Il semble dire que l'objectif, ce n'est pas forcément... Enfin, il explique. Mais j'apprécie son discours mesuré. J'apprécie son discours mesuré qui nous ramène vraiment à terre et qui nous projette de façon lucide sur ce que nous pourrons faire. Jouer le Sénégal et le Mozambique, il faut cesser de penser que ça va être une sinécure, ça ne va pas être simple. Ça va pas être simple. Et donc, je suis très à l'aise de le voir aujourd'hui mettre du sang neuf comme ça, avec ces jeunes, celui dont on vient de parler. Je crois que ce n'est que par là que dans 4-5 ans, nous serons à même de tutoyer. Le truc aussi, Hakimi, rapidement. Pour finir sur l'épisode des jeunes, autant il faut prendre les jeunes, les intégrer, mais il faut prendre les bons jeunes. C'est-à-dire les jeunes qui ont réellement une marge de progression, les jeunes qui rentrent vraiment dans votre philosophie de jeu, les jeunes qui peuvent vraiment profiter de cette sélection-là. Ça me permet de vous demander si pour vous, Khalid Diankpata, il a une marge de progression. Non, je pense que Khalid, c'est un jeune très très prometteur. Okay. Il est à Everton, il joue avec les U21, les U18, il porte le brassard. On sait comment les compétitions de jeunes sont difficiles en Angleterre. Et pour donner un petit scoop, si tout va bien, il doit passer professionnel cet été. Bon, et quand Frank Lampard était à la tête d'Everton, même si ce n'est pas une très bonne référence, il a eu quelques séances avec l'équipe première. On parle quand même de la première ligue anglaise. Et c'est un joueur qui a la nationalité italienne et qui est suivi aussi, enfin dans sa catégorie, par l'équipe d'Italie. Aujourd'hui, on connaît comment les choses sont très vite en Europe. On a eu le cas avec Jules Koundé, qui a joué en réserve de Bordeaux quand le Bénin a cherché Verdon avec Verdon. Mais quelques semaines après, ou bien quelques mois après, ça allait tellement vite que le Bénin n'a pas pu le rattraper. Donc, en griffe, je préfère qu'on fasse venir ces jeunes-là quand ils sont dans la fleur de l'âge pour les faire découvrir un peu l'environnement, surtout qu'il n'a pas marchandé sa venue. Il faut rappeler qu'il a joué avec les U20. En décembre, il était déjà, Mathias Tegun avait déjà réussi à le convaincre. Voilà, exactement. Il a fait un stage avec de côté. Il a même marqué d'ailleurs. Oui. Donc c'est une bonne pioche. Maintenant, il faut pas tomber dans le piège du confort. Parce que généralement, on se dit que quand les joueurs choisissent de jouer pour le Bénin, qu'on se rend compte que bon, quand je suis dans un club d'un certain niveau, je suis assuré d'être en sélection. L'ambition tombe un peu, on va dire, un peu bas. Donc il faudrait que Ali puisse avoir cette progression-là pour ne pas être comme un feu de paille. Voilà, lui on ne l'a pas interrogé. C'est le géniteur qu'on a rencontré dans la foulée, son père, puisque Khalid n'est pas seul. Son grand frère Tawab aussi avait été appelé malheureusement. Les locaux n'ont pas pu faire le déplacement donc, de l'Égypte. Lui aussi il est à Cotonou en ce moment. On a rencontré Walid Diankpata, c'est bien lui, le père géniteur des deux, et Khalid et puis Tawab. Est-ce que c'est un père heureux? C'est un père, je dirais quoi, tout aux anges? Et bien la question, on lui a fait plusieurs questions. On va suivre rapidement pour vous, mesdames, messieurs, l'interview réalisée relativement, donc, je dirais, à la présence en sélection des frères Diankpata, pour ainsi les appeler, parce qu'ailleurs, on a des frères Touré, on a des frères Kolo et des frères Touré, des frères de la Guinée. Je vais parler des Pogba, bien entendu. Est-ce que papa influence trop la décision des enfants? Eh bien, c'est autant de questions qu'on lui a posées. Voici pour vous l'interview. Walid Diankpata est à la manœuvre. Très heureux parce que bon, c'est Dieu qui a donné, donc très heureux d'avoir, parce que ce n'est pas eux deux, il est même le plus grand qui a commencé. C'est de là, ça m'a donné aussi la motivation de changer le pays et c'est ça. Ça dépend de la fédération. C'est eux qui savent ce qu'ils sont en train de faire comme leur boulot. Bon, le grand même a dit que, bon, en tout cas, c'est le choix. Ils verront la suite. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit, le grand frère. Donc, on attend ce que ça va donner.
mais il devait venir, mais malheureusement, il a eu une blessure qui n'était pas... Il était au regroupement en Afrique du Sud. Oui, oui, ils ont fait des matchs amicaux en Afrique du Sud. Bon, c'est de là, il devait venir pour aller jouer la CAN, je pense, la CAN. Malheureusement, il avait une petite blessure, mais ça va maintenant. Non. Pas du tout. C'est eux-mêmes qui ont choisi. Parce qu'ils savent qu'ils sont du Bénin et puis ils parlent la langue béninoise, ils parlent les dialectes. Donc ils savent qu'ils sont venus du Bénin quand même. Donc c'est un peu ça. Ils décident leur 50%. Nous aussi, papa comme maman aussi, bon, on voit si c'est bon, on valide pour eux. Bon, d'abord, l'équipe nationale, ils sont... Bon, leurs sélectionneurs, je pense, ils sont venus vers nous. Ils nous ont expliqué dans la manière évolue, dans ce qu'ils veulent faire, leur projet, tout ça là. Bon, c'est ça aussi qui a motivé aussi les enfants à accepter de venir jouer pour leur nation. Bon, ce n'est pas du tout facile, c'est le travail. Bon, des fois, je ne sais même plus, bon, parce que bon, tout ça là, ce que Dieu a décidé, c'est ça qui arrive quand même. Les deux, bon, ils travaillent, bon, surtout du côté d'Everton, on va beaucoup les remercier parce qu'ils ont vu que l'enfant, le talent, donc ils l'ont pris du sérieux jusqu'à aujourd'hui, ils sont dedans, donc il ne fait que vous les remercier parce que je ne peux pas dire que c'est moi qui ai fait le travail, parce que j'ai fait ce que je peux faire de mon côté. Bon, le reste, Everton aussi, il a beaucoup fait. Du côté du grand frère de Khalid aussi, lui aussi, il ne blague pas avec ses entraînements aussi. Donc avec son club, je pense qu'ils ont été champions cette année. Et bon, c'est un peu ça. C'est l'équipe là où il évolue. Bon, il travaille dur là. Et bon, l'encadrement est très dur parce qu'il travaille disons 6 jours sur 6. L'entraînement des matchs, tantôt il est avec les U18, tantôt il est avec les U21. Bon, c'est un peu ça. Exactement, c'est à cause du temps même j'ai cherché à changer le pays. Bon, pour lui donner la chance, peut-être trouver un bon club. Et puis bon, comme Dieu seul qui sait faire ces choses, c'est la Ligue qui a trouvé d'abord un bon club et puis c'est comme ça. Du nord jusqu'au sud, tout ce que nous faisons, c'est en tout cas ce que le Bénin avance, c'est notre fierté, c'est tout. Voilà, Awali Diankpata, c'est le père géniteur de Tawab et puis de Khalid. Tous deux ont tapé dans l'œil des sélectionneurs. Moussa Latondi du côté donc de la sélection locale et puis Genator du côté de la sélection Fagnon. Khalid est avec donc l'équipe A. Et vous l'avez donc entendu tout à l'heure, un père très heureux. Eh bien les deux, hein, bien curieusement, comme ça a été le cas tout à l'heure avec Sankamao Rabiou qui nous vient donc du département de la Donga. C'est le département qui est honoré cet après-midi ou ce soir sur le plateau de Canal Sport Club. Eh bien, les deux nous viennent directement de la commune de Bassila, département de la Donga. Bon, on va à ces deux footballeurs. J'espère que davantage grandiront en performance pour valablement bien représenter le Bénin à l'occasion, je dirais, des joutes continentales et internationales. Voilà, qui nous permet, je dirais quoi, est-ce que c'est de fermer définitivement la parenthèse écureuil, mais on donne rendez-vous à Ali et Giro et puis aux amis téléspectateurs, nous avec, hein, pour le samedi prochain, ce sera du côté du stade général Mathieu Kérékou. Pour le match de gala. Pour le match de gala, pour ainsi dire, puisque bien, la rencontre s'annonce très ouverte. Hein. Et la vague jaune fera donc, je dirais quoi, forte sensation du côté du stade. D'ailleurs, hein, il y a déjà des initiatives de maillots confectionnés. Et à l'effet, désormais, on ne parle plus d'écureuil, on parle de guépard. Voilà, on va s'y habituer. Les guépards de Bénin, bien floqués comme ça. Bien, vous voulez la voir, il vous suffit simplement de faire un
côté de la cantine du stade général Mathieu Kérékou, pouvez-vous en procurer. Voilà. Ou simplement, si c'est un peu compliqué pour vous, puis annotez simplement le 96 18 68 89. C'est pas beaucoup, c'est pas cher. Vous pouvez l'avoir fait massivement de déplacement pour suivre cette rencontre, puisque le match, eh bien, on en a besoin en attendant la sortie commando contre la formation mozambicaine. Et parlant toujours football, parlant des écureuils, Géraud, vous également, vous avez voulu inscrire dans le marbre le rêve jaune. C'est une inspiration de vous que vous avez fait contenir dans un ouvrage, c'est bien ça? Exactement. En fait, c'est pas une inspiration. Je raconte l'histoire du parcours du Bénin à la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2019 en partant du match décisif de qualification face au Togo jusqu'au quart de finale face au Sénégal, le retour des héros. Et je dévoile quelques anecdotes. Je raconte un peu aussi mon aventure à cette Coupe d'Afrique où j'ai la chance. Puisque nous avions été exactement où j'y étais. Et surtout, c'est beaucoup plus pour l'histoire parce que ça fait 4 ans que j'ai terminé ce livre et je me dis que ce parcours a été, en termes d'émotion, sans doute l'un des plus grands exploits de l'histoire du sport béninois, je vais dire. Donc ça mérite d'être transmis de génération en génération. Je pense que ce livre sera un bon témoin. Et quand on parle de génération, Ali, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle les anciens écureuils. Eux, on va les appeler anciens écureuils. On ne dira pas anciens écureuils. Malheureusement, c'est les anciens écureuils. En attendant de vous laisser dire un mot là-dessus, Ali Moumouni, on va rappeler que ce week-end, et notamment, je crois, samedi dernier, il y a eu une rencontre gala. C'est un moment de retrouvailles entre les anciens footballeurs béninois, les anciens écureuils. D'ailleurs, avec le concours de la réalisation, on va entendre certains d'entre eux. Eh bien, l'initiative, c'est de se retrouver chaque année pour partager une rencontre de football ensemble. Et puis après ça, ce qu'on a toujours appelé la troisième mi-temps, histoire de savoir qu'est-ce que chacun est devenu. Eh bien, ceux qui sont au pays échangent avec ceux qui sont du côté, donc, soit de l'Hexagone ou peut-être ailleurs. Eh bien, le rendez-vous a été pris cette année encore. C'était bien du côté du stade René Pleven d'Akpakpa de Cotonou. Nous allons entendre d'abord le président du comité d'organisation de cette initiative. C'est bien Lucien Sonkoulé, juste après vous entendez également 3 autres noms que vous connaissez. Visi Touré, on ne le présente plus, ancien écureuil du Bénin. On ne présente plus l'autre également, Oumar Tchoumogo, ancien capitaine, ancien entraîneur. Les deux d'ailleurs ont été sur le banc de l'encadrement technique des écureuils du Bénin il y a quelques années en arrière. Et puis vous entendrez également un certain Koles Raimi. Tous également ont arboré les couleurs nationales. Eh bien, le week-end dernier, ils étaient du côté du stade René Pleven d'Akpakpa de Cotonou. On va entendre rapidement ces différents acteurs. On revient pour vous proposer en avant-première le document sur les anciennes gloires réalisé par Ali Moumouni. On a eu à former une amicale des anciens internationaux footballeurs du Bénin. Et à chaque année, on essaie de nous regrouper pour nous amuser et de passer de bons moments ensemble. Donc cette année, nous sommes à la 3e édition. Et on avait pensé à communiquer sur les métiers liés au football. Donner un peu d'informations pour que les anciens joueurs puissent se reconvertir. Et on avait prévu tout ça, mais malheureusement, ça n'a pas suivi. Mais quand même, on est en train de faire la fête. Il y a le match de gala qui se tient là, en ce moment. Et en dehors de ça, il y aura la 3e mi-temps, où nous allons nous retirer dans un coin pour faire la fête, pour communier ensemble. Et tous ceux qui avaient déjà joué et qui ne sont plus tous ensemble, il y a des gens, nous avons nos amis de la diaspora qui sont venus. Et c'est un moment de partage, de convivialité, de fraternité et d'amitié. C'est juste se rappeler de tout ce qu'on a vécu quand on était ensemble à jouer au foot. Et du coup, on se donne rendez-vous chaque année, histoire de se retrouver et de partager un match, rester après, voilà quoi. Pour moi, le fait de venir chaque fin de saison retrouver les anciens coéquipiers, c'est un plaisir. C'est un forum dans lequel on échange beaucoup, on essaie de s'aider comme on peut. On reste vraiment en contact et une fois encore, ça permet de retrouver certains que je n'ai pas vus pendant 10 ans ou 15 ans. Là, on a la possibilité de se revoir au moins une fois dans l'année et échanger, savoir ce que tout le monde devient après le foot. C'est une bonne initiative qu'on a instaurée, que nous, les anciens écureuils du Bénin, là, on se retrouve chaque année pour les retrouvailles.
Donc on sent que c'est la 3e édition qu'on est en train de faire maintenant. Et c'est pour dynamiser un peu le football béninois en quelque sorte. Voilà. Vous les avez entendus, vous les connaissez d'ailleurs, des acteurs qui ont marqué l'histoire du football béninois. Ça me permet donc rapidement de glisser sur le document de la semaine en avant-première sur Canal Sport Club. Ils sont patriotes, ils se sont sacrifiés pour leur pays. Ils ont défendu les couleurs nationales. Toute leur carrière durant, ils se sont investis pour la patrie. Aujourd'hui, on se pose la question du soir. Que deviennent, je dirais, les anciennes gloires du football béninois? Si on retrouve certains actuellement avec des clubs, Visitouré par exemple, c'est vrai que lui également l'a reproché du côté donc des encadrements techniques. Il y en a dont on n'a plus aucune nouvelle, bien évidemment, alors qu'ils ont été, sinon qu'ils sont d'ailleurs des acteurs importants de la chaîne. Dans ce cas, n'aurait-il pas un rôle à jouer dans le développement du sport roi au Bénin? C'est une question que se pose Ali Moumouni. C'est d'ailleurs ce qui a motivé sa descente au niveau de certains acteurs de football dans leur généralité. C'est la réponse que tente de vous apporter en avant-première ce magazine hebdomadaire. Le document de la semaine que je vous invite à suivre en exclusivité sur Canal Sport Club. On suit et juste après, ce sera l'Extra Time. On va installer confortablement en ce moment Isdien Idrissou, président du Espoir Handball Club de Parakou. Elles sont des générations à se succéder au sein de l'équipe nationale. De l'épopée de l'étoile rouge du Bénin au guépard en passant par les écureuils, des milliers de joueurs ont rêvé de défendre le drapeau national. Les meilleurs d'entre eux y sont parvenus, mais cela suffit-il pour se faire appeler ancienne gloire? Il ne suffit pas d'avoir porté le maillot de l'équipe nationale pour se faire appeler ancienne gloire. Parce qu'il y a gloire dans gloire. Il y a anciens joueurs, il y a gloire. C'est comme si nous prenons les équipes de la Côte d'Ivoire, l'équipe du Togo, l'équipe du Bénin. On sait quand même qu'on a les Doric Sadou. Ceux-là ont été quand même des gloires. Il y a des gens avec qui ils ont joué qui ne sont pas, qui nous donnent les noms, ne sont pas connus. Donc, j'ai remarqué depuis un certain nombre d'années désormais que je suis de jouer au foot au quartier ou avec des copains en classe. On dit ouais, je suis une ancienne gloire du foot béninois. Donc avec tout le respect que je peux avoir pour tous les anciens, une ancienne gloire, c'est quelqu'un qui a joué vraiment au très très haut niveau et a fait des choses extraordinaires. On peut estimer que c'est des anciens footballeurs et je l'entends. Dans leur courte carrière de footballeur, les joueurs sont confrontés à une équation à deux inconnus. Leur carrière en cours et la retraite. Aujourd'hui, c'est une réflexion spontanée et surtout en Europe. Ici au Bénin, on en connaît qu'ils sont nombreux à ne pas préparer leur après-carrière. Alors que la carrière d'un footballeur, d'un sportif, c'est au plus sans blessure, c'est 15 ans au haut niveau. Et quand vous finissez, vous devenez une charge soit pour votre famille, soit pour votre entourage, parce que tout au long de leur carrière, ils n'ont pu rien préparer. Vous savez, dans les années 90, 2000 par là, il n'y avait pas encore autant de suivi pour les joueurs. Et notamment quand on parle des joueurs béninois, on parle d'Espedi, de Soubété, de Sadou et autres. Vous savez, c'est des gens qui n'ont pas eu cette chance d'avoir des gars pour les manager, pour suivre leur carrière et pour les aider à préparer l'avenir. Vous comprenez un peu? Et en cette époque, le Bénin, parlant du championnat, c'était pas trop fou au niveau des salaires. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, ça a été en retard. Depuis quelques années, les réalités changent aussi au plan national. Certains anciens joueurs des années 2000 reconvertis sont toujours sous les radars du public sportif. Omar Chomogo, entre-temps sélectionné des écureuils, Moussa Latonji, toujours au poste d'entraîneur adjoint de l'équipe nationale, ou Ozero Abdoulaye, qui fait ses armes avec l'Autopopo. Moi, je vous le dis en toute honnêteté, quand je jouais, je n'ai jamais imaginé que je serais entraîneur. En fait, je n'ai jamais choisi. En fait. Je pense que c'est le métier qui m'a choisi. Moi, personnellement, je n'ai jamais choisi ce métier-là. Mais, en essayant, dans les analyses, dans ma vision, les proches ont commencé à me dire, mais vas-y, essaye, parce que quand même, tu as commencé, ça marche, donc continue. Donc, on ne peut pas tous faire ça. Parce que tout le monde ne peut pas être entraîneur. Ce n'est pas parce qu'on a joué au foot qu'on peut être un bon entraîneur. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses à faire. La problématique ici soulève la contribution de ces anciennes gloires au développement du football béninois. Jusque-là, en dehors de ceux qui se sont reconvertis, il sera difficile, voire impossible, de voir les acteurs associés à la gestion. Oui, c'est important de les associer à la chose, mais comme je l'ai rappelé, malheureusement, ça ne peut pas être une obligation parce que le jour où vous dirigez une structure, un groupe,
Vous choisissez de travailler avec qui vous voulez, c'est la libre association, il faudra le repréciser. On a entamé une nouvelle ère il n'y a pas si longtemps que ça. Pour le moment, les choses bougent, même si c'est, je dirais, un peu lent. Mais c'est à nous aussi de faire la bonne démarche pour pouvoir en fait exister. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on fait les AG de footballeurs de la Fédération béninoise de football, mais il n'y a pas forcément des représentants de footballeurs. C'est la faute à qui? Je ne pense pas que les dirigeants soient contre le fait qu'on soit représenté, mais c'est à nous-mêmes de faire déjà ce qu'il faut pour être représenté. Il est évident que les anciens joueurs sont importants pour le développement du football béninois. Reconvertis ou non, ils ont acquis une certaine expérience qui peut servir la jeune génération. Et même si les avis restent mitigés quant à leur implication, une chose est sûre, le Bénin a déjà un certain retard. Et pour ça, il ne serait pas préjudiciable de leur reconnaître leur sacrifice du passé. Et là, nous sommes dans les extra time. De toute façon, vous avez la possibilité de suivre l'intégralité de ce document dans le rendez-vous sportif de tous les mardis. C'est bien dans Sport Matin, d'Actu Matin. L'extra time, ça nous permet, comme je l'ai fait constater tout à l'heure, d'arracher, je ne dirais pas de petits mots, eh bien, d'entendre tout. Disdine Idrissou, président d'Espoir Handball Club de Parakou. On est à Cotonou, mais là, Idrissou fait l'option d'aller jusqu'à Parakou, eh bien, prendre Espoir Handball Club. Vous avez été investi, c'était le 27, je crois, mai dernier, par le président de l'instance fêtière du handball béninois, qui d'ailleurs est un ancien joueur d'Espoir Handball Club de Parakou. Je parlais de Sidikou Karim. Pourquoi handball et pourquoi Espoir? Handball d'abord parce que c'est du sport et que moi je suis fondamentalement très accroché à tout ce qui est sport, tout ce qui tourne autour du sport. Vous l'avez relevé au départ, je suis beaucoup plus connu du côté du football, mais j'avais déjà des liens avec le handball. Ma sœur Idrissou Abibat a été internationale handballeuse. Même puis à Parakou, il y avait de grands matchs au niveau des scolaires, les Goumbi et consorts, les Apollinaires du côté du CG1. Donc, tout ça nous moulait dans l'ambiance du handball. Après Parakou parce que je suis un fils de Parakou, par extension, originaire de la Donga, de Basila plus précisément, un fils de Parakou. J'ai fait du CI en terminale à Parakou, ma mère y a travaillé tout le temps. Il y a d'autres choses que je ne peux pas dire ici, donc je suis attaché à cette ville. Et après, je viens au handball parce que tout semble clair. Il y a une vision claire portée par notre président, vous l'avez rappelé, Sidikou Karimou, qui précise très bien où est-ce qu'il va. Il y a un écosystème à Parakou qui est très favorable, avec des gens passionnés, donc mon prédécesseur Aladi Wassiou et son équipe. Et donc, tout conspire vraiment pour que nous nous engageons dans cette aventure. Et quand tout conspire, ça nous amène à utiliser la trilogie, un homme, une mission, des moyens. Les hommes, vous les avez de qualité. La mission, c'est laquelle? Et puis, eh bien, les moyens, dites-nous, où est-ce que vous les trouverez? Est-ce que c'est la fédération qui nourrit Espoir, ou Espoir va courir aussi après les sponsors? Parce que désormais, on est dans le monde de la professionnalisation, c'est bien ça. Exactement, c'est même pour ça que nous sommes là. Nous sommes là parce qu'il n'y aura plus d'amateurisme. Votre question est juste. Aujourd'hui, on ne peut pas organiser une équipe sans moyens, c'est clair. Et tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas très riche. Mais je crois que ce qui est important, c'est d'abord pouvoir s'organiser et bien structurer les choses. Nous sommes à un niveau, au niveau de la base. Et quels que soient les moyens que nous aurions, ou quelle que soit l'organisation que nous aurions, si au niveau stratégique, ce n'est pas bien clair, ça va être compliqué. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, avec ce que nous avons comme superstructure au niveau de la fédération, nous sommes très à l'aise et nos petits moyens vont nous permettre vraiment d'avoir des résultats. Je voudrais dire juste une chose. Quand vous parlez de mission, j'ai presque envie de croiser la mission à la vision. J'ai dit à mes gars, je crois qu'ils sont dans cette optique, nous n'allons pas faire de miracle. Le but de Espoir, ce n'est pas de faire match nul avec Primero de Agosto. Non, c'est pas ça. Notre but, c'est d'abord de densifier l'existant, de faire en sorte, quand vous regardez très bien sur les dernières années, Espoir est vraiment le club pourvoyeur de tous les jeunes, de tous les autres clubs aujourd'hui. Donc faire en sorte qu'il en soit ainsi, que sur les catégories de jeunes, nous puissions
maintenir l'existant, de densifier comme je l'ai dit, mais faire en sorte qu'à l'horizon de 2-3 ans, on puisse faire en sorte que nos jeunes, que ce soit les dames, que ce soit les jeunes hommes, puissent être versés dans des clubs professionnels d'espoir handball club et que nous ne soyons pas là seulement pour être des pourvoyeurs des clubs. Ça. Mais quand vous regardez ce pourquoi nos enfants nous quittent, vous vous rendez compte que si vous vous organisez un peu, vous pouvez les avoir avec vous. Donc voilà un peu, disons, notre vision que je recoupe avec la mission pour dire que nous ne sommes pas dans de très grandes ambitions, mais nous sommes dans des ambitions justes, nobles et mesurées. J'ai envie de dire comme les autres, c'est pas trop professionnel. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit et que vous pensez que vous devez dire? Ce qu'on n'a pas dit, c'est ceci. C'est ceci que nous sommes autour de 100 licenciés, aujourd'hui, jeunes filles et jeunes hommes. Je pense qu'au-delà du volet sportif, et à tout le moins ludique, sportif, donc on va dire comme ça, il y a une dimension éducation qui nous tient à cœur, nous. Quand vous prenez mon bureau, la vice-présidente, elle est professeure d'université, Madame Tama Clarisse, qui a été grande handballeuse aussi, gardien de but, doyenne de la Flash. Par ailleurs, la secrétaire générale, j'ai des directeurs d'école, des conseillers pédagogiques, bref. On n'a pas organisé ça comme ça, mais le sort a voulu que ce soit des gens qui soient dans leur vie professionnelle d'abord des éducateurs. Et nous sommes tous un peu éducateurs, après tout, parce que nous sommes des pères de famille. Et donc, comme je dis, il y a ce volet sportif, mais il y a le volet éducation sur lequel nous devons tenir compte. Et pour moi, c'est les valeurs sur lesquelles nous ne transigeons pas. Quand on a un enfant de espoir qui marche dans la ville, il n'est pas seulement handballeur, mais il est un citoyen accompli. Donc, c'est des questions que nous allons, disons, dépoussiérer, regarder pour voir comment est-ce que sur les deux piliers nous jouons, sur le volet sportif et sur le volet éducation. Voilà un peu comment nous comptons aborder la chose. Esdine Idrissou, président d'Espoir Handball Club de Parakou, de toute façon, on verra à l'œuvre. On va vous suivre comme du lait sur le feu. Ça comptez sur nous parce que, lorsque vous sautez pieds et mains liés dans la maison handball et quoi encore dans un rôle de premier responsable, vous tombez, dans la grande cour des personnalités publiques et tout peut aller dans tous les sens. De toute façon, vous avez les micros et caméras de Canal qui vous suivront de très près, pas pour vous mettre la pression, parce que nous savons que c'est une pression positive. Je crois qu'il faut nous suivre pour qu'on sache qu'on n'est pas seul. Et comme vous le dites, je crois que ce que nous pensons, ça va. Vous m'avez invité, je suis obligé de décliner ce que nous avons comme vision, et on va dire que le rêve féconde la réalité, place au travail. Voilà qui est dit. Les biscottes, c'est dans un court instant. Voilà, allez Moumouni, les biscottes, au regard de l'actualité, quoi de positif, qu'est-ce qui vous a, durant cette semaine, comme ça frappé à l'œil, vous avez envie de dire quoi, qui on peut y aller? Voilà, tout simplement, carton vert, pour dire félicitations à notre rang, d'avoir cru aux jeunes et d'avoir mis assez de jeunes. Aujourd'hui, ça fait 8 jeunes déjà de moins de 21 ans au sein de cet effectif des Guépards, et surtout d'avoir compté beaucoup plus sur ce qui évolue au plan local, en tenant compte bien entendu des besoins bien entendu et des paramètres performance, et en pensant également que ces jeunes peuvent s'améliorer à l'avenir. Voilà, le même carton vert, c'est ça, ou vous avez un carton rouge, un carton jaune à donner? Non, je dirais plutôt que j'ai envie d'abonder dans son sens, mais je vais mettre un carton orange qui peut devenir vert ou rouge aux joueurs qui sont convoqués et qui auront la chance, parce que c'est facile de cocher les noms, mais il faut que ces derniers puissent donner le rendement qu'il faut pour justifier le choix du sélectionneur. C'est le vert, c'est le jaune, c'est le rouge, c'est quel carton, c'est quel biscotte? Non, je crois qu'ils sont complémentaires. Je ne vais pas choisir un autre carton. Je suis pour ce qu'ils disent, parce que lui, il est contre la guerre et mon ami est pour la paix. Voilà qui est dit, mesdames et messieurs, mes sportifs, comme je vous l'ai dit. On va se donner rendez-vous lundi prochain, mais avant lundi, le samedi prochain, tous du côté du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Mais avant le samedi, il y a le jeudi. Le jeudi, les Moumouni, vous recevrez pour les amis téléspectateurs, Géro et Viwami. Vous parlerez donc du rêve jaune, qu'est-ce qui s'y trouve, vous allez décortiquer le
contenu. Et puis les anecdotes seront donc comptées aux amis téléspectateurs. Et pour ceux-là qui veulent peut-être s'en procurer, ils trouveront la formule avec le contact de Géraud Vuami. Ce serait bien entendu pour se plonger en fait en même temps dans le vif de la prochaine rencontre. De la prochaine rencontre. Prochaine rencontre, je le disais tout à l'heure, eh bien, vous avez la possibilité de vous procurer. Ça, je crois que c'est une prescription quand même. Sortez nombreux et procurez-vous donc la tunique jaune, le maillot jaune, griffé, les guépards. Je vous ai donné le contact, c'est bien le 96 18 68 89 ou encore faites un tour du côté de la cantine du stade du général Mathieu Kérékou de Cotonou. Amis téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Maintenant, je dirais un merci tout particulier à toute l'équipe de réalisation, de production et de diffusion. Ce sont des hommes qui travaillent dans l'ombre et c'est grâce à eux d'ailleurs que vous avez suivi de bout en bout. Merci à vous, merci d'être toujours au rendez-vous. Eh bien, lundi prochain, on sera ici. Qu'est-ce qu'on regarde lundi prochain? Eh bien, on va débriefer la rencontre entre... Moi, je viendrai parce qu'on va gagner. Voilà, donc le rendez-vous est pris pour le lundi prochain, c'est pratiquement votre. Et merci d'avoir été des nôtres. La base est acquise. Et la Central Company, bien sûr, on est arrivé pour faire les choses différemment. Le NOE m'a paru être le sujet qui à la fois va choquer, provoquer. On m'a dit que j'allais me planter, mais l'abandon n'est pas dans mes mots d'ordre. J'ai écrit ça pour conscientiser déjà en premier et ensuite encourager chaque personne à donner le meilleur de lui-même. Faire du showbiz autrement pour révéler le Bénin autrement. Si un artiste est comme un scientifique, il explore, il exploite. On ne travaille pas pour les Européens quand on est béninois, on travaille d'abord pour les Béninois. Tu ne trouves pas l'argent compté, mais c'est toi qui veux te comparer. Moi, c'est ce que je défends, le naturel, le bien-être, assumer qui on est, être fier de ses origines, être fier de son histoire. Et Ben Attitude, Just Believe.